Mini quiz. Commencez juste par un quiz. En fait, je vois pas vos visages, fait que je sais pas qu'est-ce que vous allez penser comme réponse. On va y aller, vous pensez-y dans votre tête. Euh, Quand on fait des tests d'allergie, les tests d'allergie cutanée permettent de déterminer la gravité d'une allergie, de prédire l'apparition d'une allergie, de déterminer la présence ou l'absence d'une sensibilisation ou toutes ces réponses. Je ralentis un petit peu, on vérifie en même temps pour être certain que vous m'entendez bien. Si jamais, je pense que vous pouvez faire des commentaires par écrit sur vos différents sites. Si jamais il y a quelque chose, j'ai quelqu'un à côté de moi qui s'occupe de la technique. Et si vous trouvez que vous m'entendez pas bien ou qu'il y a quelque chose qu'on doit ajuster, simplement nous le faire savoir. Et aussi par rapport aux questions, je ne sais pas comment on a prévu, soit par écrit les questions au fur et à mesure. Oui, je vais faire via des questions. Vous pouvez faire des questions sur les différents sites. Vous allez pouvoir procéder en écrivant vos questions. Au fur et à mesure, on répondra à la fin ou s'il y a quelque chose, un petit flag, Pascal me dira que peut-être que je pourrais intervenir à ce moment-là pour répondre à une question. Dans le mini-quiz aussi, la valeur prédictive positive et négative des tests cutanés d'allergie alimentaire sont de, vous voyez les chiffres, donc les valeurs prédictives positives et les valeurs prédictives négatives. Je ne répéterai pas les chiffres que vous êtes capable de lire présentement. Le traitement de choix de la réaction anaphylactique est 1. Benadryl, 2. Corticostéroïdes, 3. Épinéphrine ou toutes ces réponses. Quand on veut définir qu'est-ce que c'est qu'une réaction anormale aux aliments ingérés, lorsque vous voyez les patients, lorsque vous êtes impliqué, il faut voir qu'on parle de réactions alimentaires adverses. Les réactions alimentaires adverses, on peut les diviser en soit qu'elles sont impliquées, qu'elles impliquent le système immunitaire ou elles n'impliquent pas le système immunitaire. Dans les réactions immunitaires, on a les réactions qui sont IgE médiées, c'est-à-dire qu'on a la présence d'un anticorps IgE qui vient être responsable de la réaction allergique. Donc, les allergies alimentaires, le syndrome d'allergie orale sont des réactions IgE médiées. Dans les immunitaires aussi, on a les réactions qu'on dit non IgE médiées. C'est principalement ce qu'on appelle souvent l'intolérance aux protéines bovines. C'est des réactions qui sont immunitaires, mais qui ne sont pas médiées par un anticorps et qui ne se présenteront pas de la même façon et qui ne donneront pas les mêmes conséquences. Dans ça, on retrouve aussi la maladie cœliaque. On va retrouver l'entérocolite, la Food Protein Induced Enterocolitis Syndrome, qui en fait est une intolérance associée à différents aliments qui va se présenter par des vomissements dans les heures qui vont suivre principalement, qui parfois peuvent aller jusqu'au choc. Et on a aussi des maladies eosinophiliques. Dans les réactions adverses alimentaires aussi, on a des réactions qui sont non immunitaires. Les réactions toxiques, évidemment, si on mange certains aliments avec une toxicité, on va avoir des réactions. Les intoxications au scrombridé, c'est quoi en fait? C'est en fait des aliments, certains poissons, comme le maquereau, entre autres, le thon, parfois d'autres, même des fruits de mer, vont contenir de l'histidine. L'histidine étant un acide aminé. Et cet acide aminé-là, dans le mûrissement, le vieillissement de l'aliment, peut se transformer en histamine. Alors, si on mange ça, on fait une réaction qui ressemble à une réaction anaphylactique, mais en fait, c'est une réaction toxique. C'est pas nécessairement, c'est pas IgE médié et ça ne fait pas partie des allergies alimentaires. Les non toxiques, l'intolérance ou des réactions psychologiques peuvent être des réactions adverses alimentaires. Si on se concentre et on fait la différence avec les IgE médiés, c'est vers les IgE qu'on va parler plus aujourd'hui. La réaction IgE médiée est une réaction de type 1 pour ceux qui se souviennent des 4 types, 1, 2, 3 et 4. Dans le gel Coombs, la réaction donc IgE type 1, c'est un anticorps IgE anti-aliment qui est responsable du déclenchement des réactions. C'est des symptômes rapides post-ingestion, toujours ou vraiment la plupart du temps moins de 4 heures, mais dans la vraie vie, c'est la plupart du temps assis à la table. Ça commence dans la demi-heure qui suit, dans l'heure qui suit. Quand ça va avoir dépassé 4 heures, il faut vraiment se poser des questions sur notre diagnostic. Ça va se présenter, je vais tout faire le tour des symptômes tout à l'heure. Pour chacune des catégories, on va avoir une diapo. C'est quoi les causes de réactions anaphylactiques? En fait, la répercussion des allergies alimentaires, 3 à 4 des patients sont adultes, vont avoir des allergies alimentaires, 6 à 8 chez les enfants.
On a des différences dans les pourcentages parce que chez les enfants, on a certains allergènes qui peut y avoir une rémission avec le temps. Soit le lait, les œufs, le blé, le soya sont les principaux pour lesquels on peut avoir une rémission avec le temps. Toute allergie alimentaire est un facteur de risque pour anaphylaxie et toute allergie alimentaire, on doit la considérer, qu'on doit prescrire une prévention avec les auto-injecteurs. Je vous reviendrai là-dessus tout à l'heure. J'insiste parce qu'auparavant, il y avait certains allergènes qu'on considérait comme moins à risque et qu'on ne prescrivait pas d'auto-injecteur, mais maintenant, dès qu'on a une allergie alimentaire, on devrait prescrire un auto-injecteur. Parenthèse toujours un peu controversée, intéressante à discuter, les allergies alimentaires à l'odeur, on peut presque dire que ça n'existe pas. En fait, pour avoir une réaction allergique, il faut qu'on ait un contact avec la protéine. Il faut que la protéine soit transportée dans les airs. Ça a été rapporté avec la volaille, les poissons, lors de la cuisson par ébullition. Des gens qui ont fait des réactions alimentaires à cause de ça. Ça peut être rapporté avec de la sauce qu'on ferait cuire et qu'avec la friture, l'éclaboussement, il peut y avoir des protéines qui vont être dégagées. Mais les odeurs comme telles ne donnent jamais de réaction anaphylactique. Et c'est pas vrai pour les arachides. C'est pas vrai qu'un pot de beurre d'arachide ouvert sur une table va venir induire une réaction allergique alimentaire sévère. Les manifestations cliniques, donc. Tous les systèmes peuvent être atteints. La réaction d'allergie alimentaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment l'allergène qui rencontre deux anticorps IgE à la surface des mastocytes et qui va déclencher rapidement une dégranulation des mastocytes avec libération de médiateurs, dont l'histamine et la tryptase. Je vous reparlerai de la tryptase tout à l'heure dans le diagnostic. Donc, l'histamine et la tryptase sont libérées et on a une cascade qui s'enclenche pour donner une réaction qui va être locale initialement et multisystémique dans son évolution. On va regarder chacun des systèmes. Peau, tissu sous-cutané et muqueuse, vous voyez que dans 80 à 90% des cas, on devrait avoir une atteinte au niveau cutané. Le prurite, ça va être toute muqueuse. Ça va être la paume des mains aussi, la plante des pieds, les aisselles, cuir chevelu, lèvres, langue, palais, organes génitaux, canal auditif externe, toute muqueuse peut piquer. L'urticaire, vous connaissez l'urticaire, la photo apparaît pas sur la diapo, mais c'est de l'urticaire, c'est des plaques d'urticaire qui peuvent apparaître n'importe où sur le corps. Les lèvres, langue, palais peuvent avoir de l'angioédème. On peut parfois avoir des patients qui vont présenter un rash morbidiforme. Et chez l'adulte, on peut parfois avoir un hérissement de la pilosité qui est associé à un début d'une atteinte cutanée. Les voies respiratoires. Jusqu'à 70% des patients qui déclenchent une réaction allergique à risque anaphylactique vont avoir une atteinte des voies respiratoires. Édème oropharyngé et ou laryngé, c'est assez facile avec la voie rauque, le stridor, difficulté à avaler, obstruction, c'est facile à diagnostiquer. Mais il y a des patients qui vont commencer leur réaction allergique avec de la congestion nasale, éternuement, rhinorrhée, qui vont être les principaux symptômes. Donc, les voies respiratoires hautes sont importantes à examiner et à tenir en ligne de compte si on a un patient qui commence une réaction. Et c'est important aussi que le patient sache que ça peut faire partie des symptômes de manifestation au départ de la réaction. Voie respiratoire basse avec tachypnée, souffle court, serrement thoracique, bronchospasme, diminution du débit expiratoire, utilisation des muscles accessoires, cyanose, arrêt respiratoire sont les manifestations des voies respiratoires basses. Le système cardiovasculaire va être atteint dans 10 à 45% des cas avec douleur thoracique. Arythmie, tachycardie plus souvent, la bradycardie c'est plus inhabituel, des palpitations, autres. Hypotension, sensation de perte de conscience, incontinence urinaire et ou fécale, choc, ischémie myocardique et arrêt cardiaque sont malheureusement parfois des manifestations de réactions allergiques. Le système neurologique, c'est intéressant, de 10 à 15% des cas peuvent se présenter chez l'adulte avec une atteinte du système neurologique et pas chez l'adulte et l'enfant. Et chez l'adulte, ça peut se présenter avec une impression de faim imminente, il est inquiet, des céphalées, altération de l'état mental, étourdissement, confusion, convulsion, sont tous des signes du système neurologique. Mais une des particularités en pédiatrie, c'est que parfois ça va commencer par une manifestation avec un changement soudain de comportement. Les enfants qui s'amusent, que tout va bien, ils ont mangé peut-être dans la demi-heure préalablement, et tout à coup, ils deviennent irritables, ils arrêtent de jouer, ils se cramponnent aux parents. Il
faut se poser des questions si les enfants qu'on connaît avec une allergie alimentaire. Gastro-intestinal, de 30 à 45% des cas vont présenter des crampes abdominales, des nausées, des vomissements, une diarrhée ou dysphagie. Donc des atteintes gastro-intestinales qui est quand même assez fréquente chez les patients. Génito-urinaire, des contractions utérines de type crampe, saignement qui vont se présenter comme symptômes. Une femme enceinte pourrait avorter suite à une réaction anaphylactique pendant sa grossesse. Incontinence et prurite génitale sont des signes, des symptômes. Excusez. Les manifestations oculaires, donc l'édème palpébral, l'armoiement, conjonctivite, prurite, sont faciles à diagnostiquer, faciles à voir. Autres symptômes, parfois décrits, pas vraiment chez l'enfant, mais certainement chez l'adulte, c'est comme un goût métallique dans la bouche. Donc, si un patient nous décrit ça, en plus d'avoir la paume des mains qui lui pique, la plante des pieds qui lui pique, faut vraiment se dire qu'il est peut-être en train de déclencher une réaction anaphylactique. Le diagnostic. Comment on fait le diagnostic? Ça fait quelques fois que je vous dis que c'est la présence d'un anticorps IgE qui est responsable de la réaction allergique. Ce qu'on va faire pour faire le diagnostic, c'est qu'on va appliquer l'antigène sur la peau. On va piquer avec une aiguille et rapidement, immédiatement dans les minutes qui vont suivre, on va avoir une libération d'histamine locale, laquelle histamine, on va donner une réaction de plaque corsier des cercles érythémateux et c'est ça qu'on va mesurer pour évaluer s'il y a une sensibilisation IgE médiée pour les différents patients. Il n'y a pas d'âge pour faire des tests cutanés. Il y a encore un mythe qui circule beaucoup dans la population qui dit qu'on devrait attendre 3, 4, 5 ans avant de faire les tests. C'est faux. À n'importe quel âge on peut faire les tests. On a toujours un contrôle négatif et un contrôle positif qui viennent nous permettre de déterminer si la peau du patient va répondre à notre questionnement. C'est simple, c'est peu coûteux, c'est des résultats qui sont immédiats, c'est sécuritaire. La valeur prédictive négative d'un test cutané, elle est de 95%. Donc, on a un test cutané qui est négatif, on a plus grand que 95% de probabilité que c'est un vrai négatif. Le désavantage avec les tests cutanés, et c'est là des fois qu'on doit argumenter avec les patients, les parents, c'est que faire des tests cutanés à l'aveugle ou sur des mauvaises histoires ou des raisons qui n'en sont pas des bonnes, on a une valeur prédictive positive de 50% seulement. C'est-à-dire que je vous aurais tous fait un test cutané ce midi avant de commencer la conférence, sans vous dire à quoi il s'agit, et 1 sur 2 aurait pu être positif aux arachides, même si vous mangez des arachides sur une base régulière. Donc, il y a un risque d'avoir des faux positifs quand on fait des tests. 80%, donc la valeur prédictive va augmenter à 80% si on a une histoire clinique qui a un lien avec le test. Réaction systémique possible avec les tests cutanés, mais quand même très rare. C'est difficile à faire si on a une dermatite et c'est pas diagnostique. Pour l'âge, je vous en ai déjà parlé. Simplement ici une petite parenthèse. Les plus anciens d'entre vous vont se rappeler d'avoir probablement déjà vu la diapo que je vais vous montrer. On a passé avec une urticaire 5 minutes après l'ingestion d'arachide. Le test cutané il va être positif quand c'est à partir de 3 mm comparé au contrôle négatif. Ici, on a 5 minutes après l'ingestion d'arachide, test cutané de 3 mm. Est-ce que c'est un patient allergique ou non allergique? Pensez-y dans votre tête. Versus le patient qui s'est levé au matin, qui avait soupé la veille et qui avait mangé de l'arachide dans son dessert, qui a aussi un test cutané de 3 mm. Est-ce qu'il est allergique ou non allergique? Ça nous amène en fait avec les probabilités pré-test et post-test. On s'attend ici à ce que le patient qui a de l'urticaire 5 minutes après l'ingestion d'arachide, il y a une probabilité pré-test qui est très forte. On a une histoire clinique convaincante, une réaction rapide, même si on a un petit test, on a une probabilité pré-test forte. Lui, il se lève au matin, l'ingestion d'arachide la veille, la probabilité pré-test est très très faible. Et c'est là qu'on arrive au nomogramme qui a été publié en 1975 dans New England Journal of Medicine, mais qui quand même nous dit clairement, nous aide vraiment à comprendre pourquoi faire des tests quand on n'a pas vraiment de raison d'en faire, que ça va donner comme probabilité à la fin. À gauche, on a le patient qui a fait une réaction rapidement, là, les minutes ont changé ici, mais qui a fait une réaction rapide.
La probabilité pré-test étant à peu près à au moins 80%, vous voyez que même si le test est faible, positif, mais faible, on a une probabilité post-test qui est rendue presque à 95% d'avoir une vraie valeur, d'avoir un vrai test. Tandis que l'autre, qui s'est réveillé au matin et qui avait mangé la veille au souper, il y avait une très faible probabilité pré-test. On arrive avec un post-test qui est aussi très, très faible pour le même test. Pour dire en fait qu'on fait vraiment les tests cutanés à ceux qu'on a une bonne probabilité pré-test pour pouvoir bien les interpréter. Le dosage des anticorps IgE sériques, l'avantage de ça, de faire des prises de sang, c'est que c'est sécuritaire. Le désavantage, c'est que c'est très coûteux, c'est pas diagnostique et qu'il y a un délai pour les résultats. Malheureusement, on est actuellement dans une période où on dirait que la société en général, mais aussi la société médicale pense que les meilleurs tests sont toujours les tests sanguins. Et comme c'est accessible et comme il y a beaucoup de laboratoires qui essaient de nous les vendre et de les faire vendre à nos patients, ça devient quelque chose qui est un peu trop utilisé et trop prescrit. Le désavantage de ça, c'est que c'est pas toujours diagnostique, et je vous l'ai dit. Et si vous voyez que pour chacun des aliments, il va y avoir des chiffres qui vont être différents, l'interprétation va être différente. Malheureusement, ce qu'on a comme produit commercial, c'est à partir de temps, ça donne tant de grades, à partir de temps, ça donne un autre grade. Donc ça, c'est pas utile parce que c'est à chaque allergène qu'il faudra avoir des chiffres et tout dépendant du type de patient qu'on évalue, les chiffres sont même différents à ce moment-là. Ici, pour vous montrer une étude qui a été publiée en 2001 où c'était des patients atopiques, c'est-à-dire qu'il y avait déjà de l'eczéma, il y avait déjà d'autres allergies. C'est quoi leur probabilité d'être vraiment allergique à l'arachide? 95% de probabilité s'ils ont un chiffre qui va donner 14 kilo-unités par litre. 95%. Le problème avec ça, c'est que ceux qui sont pas des atopiques, ceux qui n'ont pas d'eczéma, probablement que le chiffre c'est plus que 14 avant de dire qu'ils sont allergiques. Et tout ce qui est en bas de 14, on n'est pas convaincu. Ça dépend vraiment de l'histoire clinique qui vient avec. Et il faut l'associer toujours au test cutané aussi pour pouvoir faire une bonne interprétation. Vous voyez sur cette courbe-là que en bas de 0.35, c'est le niveau qui est non détectable. Et si vous regardez en bas de 0.35, vous regardez de où ça part, on se rend compte tout de suite que de 20 à 25% des patients à peu près peuvent aussi être allergiques, même s'ils ont un niveau de décision qui est non détectable. Donc, le test peut être utile à nous servir avec le test cutané, peut nous confirmer une allergie, mais peut aussi être un faussement négatif. Donc, c'est toujours un petit risque à se fier seulement au test sanguin. Pour vous dire que c'est pas toujours facile à interpréter, les chiffres changent en fonction de l'allergène, je vous l'avais dit tout à l'heure. Le diagnostic final de réaction allergique alimentaire va se faire toujours par une provocation orale. Peut se faire, c'est-à-dire qu'on va faire des provocations orales quand on pense que le patient est peut-être guéri ou qu'il n'est pas allergique. Je m'excuse, j'ai comme un chat dans la gorge. Ingestion sous supervision médicale quand on fait la provocation orale, c'est ouvert ou à double insu. Dans un monde idéal, c'est toujours à double insu. Honnêtement, c'est pas facile à organiser dans les milieux hospitaliers. Je pense pas que Dr. Barrett voudrait qu'on fasse tout ça à double insu. On va continuer de le faire ouvert pour un bout de temps. Mais le double insu, en recherche, on fait des protocoles de recherche là-dessus, c'est toujours en double insu qu'on va faire des provocations orales à ce moment-là. Je veux beaucoup parler d'anaphylaxie parce que dans les dernières années où on a remarqué qu'on avait beaucoup de lacunes, c'est dans la gestion ou la prise en charge des patients qui ont des risques anaphylactiques et surtout dans la prise en charge à partir du moment où on a une réaction anaphylactique. Il faut savoir reconnaître l'anaphylaxie. Je vous en ai mentionné un petit peu tantôt des particularités en pédiatrie. À droite, vous voyez la madame, c'est assez facile. À gauche, vous voyez le petit garçon qui a mangé un muffin, qui a présenté surtout un léger édème des lèvres, mais qui avait rapidement développé de la rhinorrhée et de la conjonctivite qui est apparue. Si on excuse ce petit patient-là, on va probablement entendre des bronchospasmes, on va probablement voir d'autres symptômes. Pour dire que des fois, chez les enfants, ça se présente vraiment un peu différemment. Le comportement, ça peut se présenter plus rapidement avec la rhinorrhée supérieure, c'est-à-dire la rhinorrhée, l'atteinte respiratoire haute, plus rapidement que ce qu'on peut voir chez l'adulte. C'est quoi les facteurs de risque pour une anaphylaxie fatale?
une histoire antérieure de réaction sévère à un aliment. Il y a toujours un mythe qui dit que ça va toujours être de pire en pire, pas nécessairement. Il y a plein de facteurs qui vont entrer en ligne de compte lorsqu'on fait une réaction. Mais une histoire, si on a fait une réaction extrêmement sévère à un aliment, évidemment, on est d'emblée à risque de refaire une anaphylaxie fatale. Pour refaire, on ne la fait pas deux fois, mais de faire une anaphylaxie qui pourrait être fatale. La coexistence de l'asthme, surtout lorsqu'il est mal contrôlé. C'est vraiment un mauvais combo d'être un asthmatique qui va déclencher une crise d'asthme en faisant l'exercice au froid et d'avoir en plus une allergie alimentaire. Si on a une allergie alimentaire et qu'on a un poumon qui est très, très, très sensible, qu'on a par incident, on mange une arachide, on va déclencher un bronchospasme très rapidement et ça va augmenter le risque que la réaction devienne fatale. D'où l'importance d'être un peu tatillon avec nos patients qui ont de l'asthme, de prendre beaucoup de temps à contrôler l'asthme chez les patients à risque de faire des anaphylaxies. Épinéphrine non disponible ou administration retardée, déni ou minimisation des symptômes, adolescents, jeunes adultes, usage de bêta-bloquants sont tous des facteurs de risque pour une anaphylaxie fatale. Épinéphrine non disponible ou administration retardée, ça m'amène juste à une parenthèse pour vous dire qu'on vous dit tout ça, puis des fois on se dit ah ben non, c'est pas si pire que ça. Les gens ils disent ah, on n'en va plus, on n'en va pas tant que ça. Juste encore cette année, dans mon entourage, il y a une personne qui m'a raconté que à un souper de Noël cette année, tout organisé correct, il avait tout acheté chez un traiteur. Par contre, dans le souper, il y avait le fils et le père, les deux étaient allergiques. Et le fils a commencé une réaction allergique. Ils ont pris un petit peu de temps avant de l'injecter. Ils l'ont injecté. Ils est parti à l'hôpital avec les deux mères, là, en laissant les deux pères. Et le père aussi, qui est allergique, a commencé à ressentir des symptômes un petit peu plus tard. Et malheureusement, a tellement attendu et en plus avait une épinéphrine qui était passée date, n'a pas réussi à se rendre à l'hôpital et est décédé en chemin. On parle là d'un père dans la quarantaine, on parle d'une famille qui a été décimée juste dans le temps des fêtes l'année passée à cause d'une affaire pour lesquelles on peut faire beaucoup d'enseignements et beaucoup de prise en charge et améliorer ça. Un par année au Québec, c'est déjà trop. Alors, si on peut tous ensemble continuer de faire de l'enseignement là-dessus, on peut sûrement améliorer les choses. Le diagnostic d'anaphylaxie, si on parle d'anaphylaxie, ben c'est clinique. C'est beaucoup un diagnostic qui va être clinique. Mais si parfois, dans certains cas, on veut confirmer peut-être qu'on a fait une anaphylaxie, on va penser aux médiateurs qui sont libérés par les mastocytes. Ah, ça marche. Excusez, je suis un peu... je m'exprime, c'est parce que j'ai vu que je pouvais utiliser la souris pour ça. Les médiateurs, l'histamine. L'histamine, je vous en parle depuis tout à l'heure, c'est un médiateur qui est libéré rapidement, mais il est libéré rapidement et il disparaît rapidement de la circulation aussi. Donc, en 30 minutes, il va disparaître. On va arriver à l'urgence. C'est rare qu'on va être capable de mesurer l'histamine. La tryptase, elle, qui est aussi un médiateur qui est présent dans les mastocytes et qui va être libéré rapidement, augmente beaucoup plus lentement, sur une heure à peu près, et va prendre beaucoup plus de temps à être libéré. Donc, dans certains cas, quand on va vouloir confirmer que c'est une réaction anaphylactique, en arrivant à l'urgence, on fait un prélèvement, on fait un dosage de tryptase. Évidemment, on n'aura pas notre résultat là. On va l'avoir quelques semaines plus tard peut-être. Mais on aura au moins une confirmation de ce qu'on a traité. Comment ça se présente l'anaphylaxie? Les réactions peuvent être uniphasiques ou biphasiques, comme je vais vous montrer sur l'autre diapo. La courbe ici est bien importante pour se faire une image. Moi, je suis un visuel. Les images sont importantes pour moi. Vous voyez ici, on a exposition à l'agent causal, on a des symptômes initiaux. Les symptômes arrivent à un niveau où, à un moment donné, ce que je vais vous parler après, on dit on a franchement un diagnostic d'anaphylaxie, on intervient, les symptômes vont diminuer. Là, la réaction peut être biphasique et ça peut recommencer dans les heures qui vont suivre. Quand est-ce qu'il y a plus de risques d'être biphasique? Plus on a attendu pour traiter la première réaction, plus on augmente les risques qu'elle se récidive dans les heures qui vont suivre. Mais quand je vous dis la courbe est importante, c'est que retenez comment c'est l'exposition à l'agent causal, ça monte très, très, très rapidement, on intervient et ça diminue rapidement. C'est ça que je veux que vous reteniez quand on va arriver tantôt dans les traitements. Et prendre en charge nos patients, ça veut dire quoi? Ça veut dire autant en communauté qu'en salle d'urgence. Donc, les patients, les gens qui ont des familles, dans les familles, ça, c'est la communauté. Et c'est aussi souvent les sans rendez-vous
c'est les cliniques, c'est les pharmacies, c'est les endroits où on se présente rapidement si on fait une réaction allergique. Et c'est les ambulanciers et autres. Et en salle d'urgence. La première chose à faire pour être bon dans le traitement et pour savoir quand traiter, c'est premièrement, c'est qu'il faut savoir reconnaître qu'on est probablement en train de faire une réaction anaphylactique. Il faut connaître c'est quoi le traitement. Pour reconnaître c'est quoi une réaction anaphylactique, on a besoin d'outils. Pourquoi je dis on a besoin d'outils? C'est parce qu'on sait qu'il y a énormément de lacunes. Ça fait des années qu'on en parle, mais il y avait beaucoup de lacunes dans la communauté médicale, dans la communauté de partout, pour savoir reconnaître l'anaphylaxie. Et là, il y a l'Organisation mondiale de la santé avec des allergologues, des pédiatres, des internistes, des anesthésistes, plein de monde qui ont fait des consensus et qui en sont arrivés avec des critères pour dire quand est-ce qu'on risque d'avoir une anaphylaxie. On va dire que l'anaphylaxie, elle est hautement probable si l'un des 3 critères suivants est rencontré. Et là, avec ça, on va venir chercher à peu près 92% des réactions anaphylactiques, ce qui est déjà beaucoup mieux que ce qu'on faisait avant. Il faut quand même qu'on conserve notre jugement. Il va y avoir des situations où c'est une réaction anaphylactique, puis peut-être que là, on va se dire, elle n'était pas dans le tableau, mais c'est ça pareil. Je vous dis 92% actuellement. Premier groupe de patients, c'est les patients qui sont pas connus allergiques et qui ils présentent un début soudain ou rapide, donc toujours quelques minutes à quelques heures, d'une atteinte cutanée. Mais comme ils ne sont pas connus allergiques, ça se commence rapidement, mais ils ne sont pas connus allergiques, on ne sautera pas toujours sur le diagnostic d'anaphylaxie. Il faut qu'il y ait un autre système qui va être atteint pour conclure une réaction anaphylactique. Donc, cutanée plus autre chose, soit respiratoire, soit baisse de tension artérielle. Je montrais ce tableau-là à une résidente en médecine interne cette semaine. Et sa première très bonne question était, ouais, mais s'il vomit, qu'est-ce que je fais? Ben, c'est ça. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait peut-être un 8% qui n'est pas dans ce tableau-là. Oui, une atteinte cutanée sévère importante et des vomissements rapides, une atteinte gastro-intestinale rapide, on va le considérer comme le deuxième système pour dire que c'est probablement une réaction anaphylactique. Les patients qui sont connus allergiques et qui ont peut-être été en contact avec l'agent allergène en mangeant dans un buffet ou autre, toujours début soudain ou rapide, quelques minutes à quelques heures, apparition de n'importe quelle combinaison de 2 catégories de symptômes ou dans 2 catégories de symptômes. Ça peut être la peau avec le gastro-intestinal, ça peut être le gastro-intestinal avec l'atteinte respiratoire, n'importe quelle combinaison de 2 catégories de symptômes, possible contact avec un agent allergène, début rapide, on va dire que c'est une réaction anaphylactique. Une particularité qui n'était pas dans le programme avec dans l'analyse avec le World Allergy Organization, nous on a ajouté ou si vous avez une difficulté respiratoire sévère, une atteinte générale importante ou une réaction cutanée sévère. Dès que c'est quelque chose qui s'enclenche très rapidement, qui est sévère en partant et qui a un possible contact avec un agent allergène, on considère que c'est une réaction anaphylactique et on va la traiter en conséquence. Vous voyez que j'insiste tout le temps sur possible contact, début soudain ou rapide. C'est des choses, quand on veut penser à notre diagnostic, ces choses-là sont importantes. On ne veut pas que les gens prennent l'épinéphrine à toutes les 10 minutes sans avoir une réaction qui est bien diagnostiquée. Un patient qui est connu allergique et qui a un contact avec un agent allergène et qui a tout de suite une baisse de tension artérielle, on va le considérer comme une anaphylaxie rapide. Donc, connu allergique, contact certain, on considère rapide. Le groupe 3 est un peu moins important vu que nous, on a ajouté dans nos phrases réaction, atteinte générale importante dans la catégorie 2. Il est important, mais je veux dire, il est inclus dans la catégorie 2. Donc, premier point, il faut reconnaître l'anaphylaxie et il faut savoir la traiter. Quand on veut la traiter, si possible, on va retirer l'agent causal. Si c'est une perfusion intraveineuse en milieu hospitalier, on va l'enlever. Si c'est un sac de venin, si c'est une guêpe, on va essayer d'enlever le sac de venin si le dard est encore en place. Évidemment, on va faire attention, c'est pas toujours évident pour tout le monde, mais ce qu'il faut faire attention, c'est d'enlever en grattant plus qu'en pinçant. Alors, si on pince, on va pousser un petit peu plus de venin dans la circulation. Donc, il faut vraiment gratter pour l'enlever. Ancien terme, je commence déjà à être un vieux docteur, je pense qu'on dit plus ça, ABC, mais en fait, on va prendre l'état général de notre patient, l'état mental, la peau et le poids estimé, on va examiner ça rapidement, mais pour en arriver très rapidement au traitement comme tel, le traitement, c'est l'épinéphrine intramusculaire. Si on est en communauté, on va appeler le 911. Si on est à l'urgence, j'espère qu'on n'appellera pas le 911.
Et on va mettre notre patient en décubitus dorsal. Le taux de mortalité est plus élevé si on essaie de garder, si on laisse notre patient assis, on va avoir un taux de mortalité qui est plus élevé. Donc, c'est important de le coucher. S'il vomit, on va le tourner sur le côté. Donc, les étapes 4, 5, 6 doivent être très, très rapides. L'épinéphrine intramusculaire. Si on est à l'urgence, on va mettre de l'oxygène. On va donner un bolus de saline isotonique lorsqu'indiqué, si on a des hypotensions. Et si nécessaire, ce qu'on espère pas trop souvent, la réanimation cardio-respiratoire. Donc, le point principal, s'il y avait une chose à retenir ici, c'est vraiment l'épinéphrine. Mais c'est sûr que le diagnostic au bon moment, de savoir reconnaître l'anaphylaxie, c'est le premier point. Mais la chose à retenir, c'est que le traitement de la réaction anaphylactique, et c'est là qu'on a encore le plus de lacunes, c'est l'épinéphrine. C'est le premier choix de traitement de l'anaphylaxie. Qu'est-ce que ça fait, l'épinéphrine? C'est un agoniste alpha. Ça va élever la tension artérielle par vasoconstriction. C'est un agoniste bêta. Ça va renverser la bronchoconstriction. Ça va avoir une activité inotrope et chronotrope positive. Ça va augmenter les niveaux d'AMP cyclique. Et c'est là que ça a en fait, ce point-là est un deuxième point dans le rôle de l'épinéphrine qui est extrêmement important. Parce que en inhibant augmentant les niveaux d'AMP cyclique, ça va venir inhiber le relargage des médiateurs des mastocytes et basophiles. Et là, c'est une image qu'il faut se faire. L'épinéphrine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle traite les symptômes, puis en plus, elle arrête le problème en empêchant l'histamine de sortir des mastocytes. Moi, je fais toujours une image à mes patients, je le dessine. Si vous voyez de mes patients, si vous l'avez déjà été, vous allez me dire que c'est vrai. Je dessine beaucoup, je dessine des mastocytes. Puis là, je leur dis, le mastocyte, c'est comme un canon qui veut lancer son boulet de canon qui est l'histamine. Là, à l'autre bout, on a des récepteurs que le boulet va essayer de rejoindre pour détruire, pour faire réagir. Et là, on essaie d'attraper les boulets de canon, les empêcher d'atteindre leur cible. On peut bloquer la cible, mais on ne la bloquera pas au complet. On ne réussit pas à toutes les bloquer. Pendant ce temps-là, le canon continue, lui, de lancer des boulets pour finalement avoir un effet qui va atteindre systémique. Quand on arrive avec l'épinéphrine, on empêche non seulement les symptômes, mais on bloque le canon, on arrête de lancer l'histamine et c'est comme ça qu'on vient contrôler la pathologie. Là-dessus, ça m'amène à une autre. C'est pas toujours des exemples qui sont le fun. C'est pas toujours pour ceux qui avaient des enfants allergiques, ça fait réfléchir, ça fait peur, mais il faut pas avoir peur. Au contraire, il faut savoir traiter. En 2012, en Californie, une jeune fille qui était connue allergique, très allergique aux arachides, est dans un camp d'été pour lequel ils vont à chaque année. Mange une bouchée de Rice Krispies. Dans la nouvelle recette de Rice Krispies, il y avait de l'arachide. Elle goûte l'arachide, elle crache par terre, elle ne vale rien. S'en va rejoindre ses parents. Son père, qui est médecin, lui donne un antihistaminique en lui disant que ça va contrôler la réaction. 20 minutes plus tard, la petite fille est tombée en choc. Elle a eu 3 doses d'épinéphrine puis elle est décédée. Pour vous dire que le commencer avec un antihistaminique peut venir nuire au traitement du patient parce que la cascade continue, le relargage d'histamine continue et les symptômes à un moment donné deviennent très évidents et là, il est trop tard ou plus tard. De là, la courbe que je vous disais tout à l'heure. L'image que j'en fais, c'est que vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on est en contact, on a rapidement une réaction, on a des symptômes qui nous amènent à dire on a un diagnostic d'anaphylaxie, on traite et là, ça va diminuer. Si on sait qu'on est en contact, qu'on donne un antihistaminique, on va changer la pente de cette courbe-là. Et en changeant la pente de cette courbe-là, oui, vous allez me dire, je l'ai fait souvent, c'est arrivé souvent que ça a redescendu avant puis que c'est pas rendu à la réaction anaphylactique, tant mieux. C'est le pourcentage, que ce soit 5, 2, 5, 10% qui peut se rendre quand même à la réaction anaphylactique qui est inquiétant. Donc, quand on donne l'antihistaminique, on change la pente. Et si on arrive à la réaction qui est vraiment anaphylactique, on a beaucoup augmenté notre délai. Donc, le système, la réaction est beaucoup plus multisystémique et beaucoup plus difficile à traiter. Et c'est là que ça prend plus qu'une dose d'épinéphrine à ce moment-là. L'épinéphrine, l'administration est intramusculaire, je vous l'ai dit, c'est de 0,3 à 0,5 ml. En fait, c'est 0,01 mg par kilo.
au besoin, on peut la répéter. C'est écrit encore dans ma diapo à chaque 5 à 15 minutes, mais on est de plus en plus en train d'essayer de changer le vocabulaire en disant, en clarifiant ça, parce que pour des fois les ambulanciers ou n'importe qui d'autre qui va agir en première ligne se dit comment est-ce que je l'interprète finalement, en disant plus qu'on peut répéter aussitôt que 5 minutes après si on n'a pas de symptômes, si on a encore des symptômes. Intramusculaire dans la cuisse. C'est très important que ce soit dans la cuisse. Des fois, on a le réflexe, surtout si on est dans un milieu, en clinique, tout ça, de l'injecter dans le bras. Quand on s'est rendu compte qu'elle était mieux intramusculaire, c'est Dr. Estelle Simons, principalement une Canadienne très impliquée dans l'anaphylaxie au Canada, dans le monde, qui a étudié ça. On s'est rendu compte qu'avant, on la donnait sous-cutanée. Si on regarde la pharmacocinétique, ça prend plus de temps entre sous-cutané et intramusculaire dans la cuisse pour arriver à avoir une dose thérapeutique au niveau de la circulation. Donc, on s'est vraiment rendu compte que c'est intramusculaire qui est le plus important. Mais si on vient la donner intramusculaire au niveau du bras, ça se compare tout à fait avec c'est-à-dire avec le sous-cutané. Ce qui veut dire qu'on s'est rendu compte que le sous-cutané, il fallait le donner intramusculaire, mais dans la cuisse, parce que si on le donne dans le bras, c'est pareil comme le sous-cutané à ce moment-là. J'ai donné souvent cette conférence-là et j'ai quelques urgences qui ont été obligées et qui ont tout de suite changé le protocole, qui avaient l'habitude de la donner directement dans le bras. C'est toujours plus facile, c'est toujours plus accessible que de faire redescendre les pantalons. Vous voyez dans le bas, il ne faut jamais retarder l'épinéphrine à cause d'une histoire cardiaque. Jamais retarder l'épinéphrine. Une histoire cardiaque, si on est cardiaque, on est en choc, c'est aussi pire pour le cœur que d'avoir une dose d'épinéphrine qui va venir rétablir la circulation. Et ça, c'est pour ceux qui sont plus visuels d'une autre façon. C'est les mécanismes d'action de l'épinéphrine. C'est un peu la même chose que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y en a qui vont peut-être vouloir avoir la conférence. Ce que je disais tout à l'heure à M. Tremblay, c'est que vous pourrez avoir le PDF de la conférence si via peut-être les représentants de Mead Johnson qui sont avec vous aujourd'hui pourront vous fournir la conférence. Donc, pour revenir sur les traitements, les anti-H1, j'en ai parlé pas mal. Les antihistaminiques ne doivent pas être utilisés comme traitement de premier recours. C'est un antagoniste des récepteurs H1, ça va stabiliser les récepteurs, ça diminue les symptômes, ça va diminuer le prurite, le flushing urticaire, les éternuements, la rhinorrhée, mais ça ne prévient pas ni ne traite pas le bronchospasme ou l'hypotension. Dans les tableaux, dans tous les algorithmes, on parle du Benadryl. Pourquoi? Parce qu'il se donne à peu près sur toutes les formes, intramusculaire, intraveineux, péros. Mais dans la vraie vie, Reactine va être aussi bon. C'est un antihistaminique non sédatif qui serait à utiliser de préférence si on veut ajouter l'antihistaminique. Évidemment, si on a traité encore un peu de prurite, c'est sûr, ça va rendre le patient plus confortable après. On va traiter avec l'épinéphrine pour aider à diminuer les réactions. La question que vous me posez tout le temps, excusez, je vais me moucher juste un petit peu. Vous allez dire un allergologue qui a l'air de faire des allergies aujourd'hui. Je pense pas que c'est ça. La question qui m'est toujours posée ici, c'est qu'est-ce qu'on fait en fait là? Parce que quand est-ce qu'on va le donner le Benadryl? Si on a un patient qui a une réaction, qu'est-ce que vous dites maintenant au patient? C'est ce qu'on me demande. Moi, je leur dis toujours, si on se rend compte que le petit ou nous-mêmes, on vient peut-être de manger de l'arachide, on observe, on se laisse, on observe, on regarde, on s'assure qu'il n'y a pas de réaction qui commence avec des symptômes qui vont nous amener à devoir avoir un diagnostic d'anaphylaxie et traiter adéquatement. Juste pour vous dire, on fait de la recherche actuellement, puis en fin de semaine, cette semaine, on avait un patient qui venait ici pour un double blind challenge, un placebo, double insu, pas un placebo, mais une provocation double insu avec l'arachide. Et à un moment donné, dans une des doses, il a commencé à réagir, notre patient. C'est moi qui le supervisais. Il a commencé à faire de l'urticaire. 5-6 places d'urticaire sur son corps. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai observé. Je savais qu'il avait probablement mangé l'arachide. Je l'ai observé parce qu'on est en protocole de recherche de désensibilisation. J'aurais pu lui donner une réactine. Mais c'est quoi le risque de lui donner une réactine? C'est qu'une demi-heure après, il y a une grosse réaction, qu'on soit rendu dans le choc et que là, j'ai perdu une demi-heure et que là, ça soit plus dur à le traiter. Fait que je l'ai plus observé.
Et finalement, ben, là, ça a donné que finalement, il s'est résolu tout seul, tout est reparti, puis on n'a rien donné. On l'a observé 3 heures, 4 heures après. Mais pour vous dire que c'est pas dangereux d'observer, on a beaucoup plus de chances de pouvoir bien le traiter aussitôt qu'on aura une deuxième catégorie de symptômes qui vient nous dire qu'on a un diagnostic d'anaphylexie. Les auto-injecteurs. On a 2 sur le marché présentement. Si vous avez encore des gens qui ont un Twinject, ça ne va pas parce que ça fait déjà quelques années qu'ils sont expirés. EpiPen, Allergex sont les 2 auto-injecteurs disponibles en 2 dosages, 0.15 qui veut dire 150 microgrammes pour, théoriquement, selon la monographie, 15 à 30 kg, 0.3, 300 microgrammes pour 30 kg et plus. Entre 10 et 25 kg, qu'est-ce qu'on fait, nous, les allergologues? On prescrit l'auto-injecteur junior. 25 kg et plus, auto-injecteur senior. Donc, dès qu'on a 25 kg, ça devrait être l'auto-injecteur senior. Et si on a un patient qui a fait des réactions anaphylactiques sévères ou qui est asthmatique mal contrôlé, à partir de 20 kg, on prescrit l'auto-injecteur senior. Là, vous allez me dire, entre 0 et 10, qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on prescrit l'auto-injecteur junior de 0 à 25 kg. Pas à 0, mais à partir de la naissance jusqu'à 25 kg. Vous allez avoir des tableaux dans la conférence, en ayant la conférence, qui vous disent un peu où on en est dans l'évolution naturelle. Les enfants qui ont une allergie au lait de vache, après 5 ans, il y a 76% de résolution à peu près. Une allergie aux œufs, 75% maintenant à partir de 7 ans. Ça a beaucoup changé depuis que je pratique. Avant, à 5 ans, presque tout le monde était guéri. C'est plus tout à fait le cas. Les arachides, c'est une allergie qui est plutôt persistante, mais après 5 ans, il y a peut-être un enfant sur 5 qui peut avoir une résolution de son allergie aux arachides. Donc, ça veut dire qu'il faut les réévaluer. Il ne faut pas les laisser partir pour la vie comme ça. Il faut réévaluer nos patients et tout dépend de l'intensité du test d'allergie, etc., qu'il y avait initialement. Les réactions croisées, vous avez ici un tableau. Lait de vache, quand on est allergique au lait de vache, on est certainement allergique au lait de chèvre, brebis, bison. Donc, il faut vraiment considérer qu'à 92% de probabilité qu'on soit allergique à tous les autres. Et la tendance, des fois, pour les parents est d'essayer d'autres laits, mais c'est pas une bonne idée. Vous voyez un peu pour les arachides, les noix, etc. On fait beaucoup de sensibilisation, prévention, et c'est ce que j'ai insisté beaucoup dans la conférence jusque-là. C'est quand est-ce utiliser l'auto-injecteur qui est important et savoir reconnaître l'anaphylaxie. Le tableau que je vous ai montré tantôt est un tableau avec 3 catégories qui est vraiment monté un peu comme on voit en médecine interne ou en pédiatrie avec pour faire de la recherche, mais aussi pour un peu plus médical. On a fait une affiche pour les patients, pour les parents, qui dit que la même affaire, mais qui dit différemment, suite à l'exposition à un allergène connu ou suspecté, quand utiliser mon auto-injecteur d'épinéphrine. On a fait ça en collaboration avec Pfizer. On va éventuellement rendre la fiche disponible sur notre site d'allergologue, probablement durant le courant de l'été. Trouver une façon qu'elle soit facile à trouver pour vous autres. Donc, ça dit la même chose. Si on a 2 apparitions soudaines et rapides de moins symptômes dans 2 des catégories, vous avez les 4 catégories en bas. Ou si la réaction est sévère dans une seule catégorie. Prévention. Juste une petite parenthèse d'à peu près 5 minutes sur la prévention, qui est un questionnement tout le temps. C'est plus de 75 ans de débat. Est-ce qu'on peut empêcher quelqu'un ou diminuer les risques qu'un enfant devienne allergique? On sait qu'en prévention primaire, il n'y a aucun effet convaincant qui a été démontré, peu importe tout ce que vous avez lu. Je pense que vous êtes partout de la province. Il y a des gens qui ont lu beaucoup d'affaires de certains hôpitaux de la région de Montréal. Il y en a d'autres. On a lu toutes sortes de choses, mais on sait très, très bien, il y a encore beaucoup de publications là-dessus, qu'il n'y a aucun effet convaincant qui a été démontré pour la diète maternelle pendant la grossesse, ni pendant l'allaitement, ni une diète restreinte de plus de 6 mois chez les enfants. La prévention des allergies avait été démontrée seulement pour les enfants à haut risque d'atopie. Et on avait écrit ça, résumé tout ce qui existait dans la littérature. Moi et une de mes collègues à Montréal, Dr. Midoff, on avait... la littérature jusqu'à très récemment nous disait que la seule façon de prévenir peut-être au moins le développement d'eczéma et peut-être le développement d'allergie au lait, était que si on n'était pas capable d'allaiter, si on ne pouvait pas allaiter un enfant pour les 6 premiers mois de sa vie, de prendre des laits de remplacement avec des formules fortement hydrolysées. Et il y avait et encore un mythe qui circule
trop, mais on est en train de le défaire très, très, très rapidement. Je vais vous dire pourquoi tantôt. Sur l'introduction des aliments allergènes, c'est que déjà, à ce moment-là, on écrivait il y a quelques années qu'il n'y avait pas de recommandations diététiques parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas, on peut pas dire à quelqu'un de retarder l'introduction des allergènes pour faire de la prévention. Et là, c'est encore plus vrai, puisque là, j'ai mis des X pour vous dire qu'on dit plus ça. J'enlève la prochaine parce que c'était juste que je voulais la reprendre, mais j'ai pas eu le temps finalement. Ça, c'est le Leap Study. Je sais pas, c'est en anglais, c'est des photos, c'est des diapos que j'ai volés, que j'avais pas le droit de prendre. On était 3-4 000 dans la salle, fait que ils m'ont pas vu. J'ai pas mis mon flash, comme vous voyez. Mais en fait, c'est pour vous dire que cette année, on a eu une étude qui renverse, qui change toutes les l'approche qu'on a dans le monde des allergies et très, très, très rapidement. Ça, c'est sorti fin février. Les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine et je peux vous dire que déjà la semaine passée, on a reçu un consensus publié par toutes les associations d'allergologues, l'Association américaine des pédiatres, canadienne, européenne, partout. Sur maintenant, il faut qu'on change notre approche pour essayer de prévenir le développement des allergies. Et ça, c'est une étude qui s'appelle LEAP, c'est-à-dire Learning Early About Peanut, qui visait à évaluer les patients, à savoir est-ce que d'introduire tôt les arachides allait plutôt induire une tolérance versus faire le retard comme on a fait depuis plusieurs années jusqu'à l'âge de 3 ans, voire même 5 ans. Dr. Lack est un docteur qui travaille en Angleterre, qui est un Israélien. Puis lui, il se questionnait énormément parce qu'en Israël, ils mangent des purées d'arachides dès qu'ils introduisent des solides. Vers autour de 4 mois, 6 mois, ils ont des purées d'arachides dans leur alimentation. Et ils n'ont presque pas d'allergie aux arachides en Israël. Alors qu'arrive en Angleterre, où en Angleterre, c'était les premiers à faire des recommandations, à dire on va retarder l'introduction des aliments arachides, noix, poissons, crustacés à 3 ans pour diminuer les risques de devenir allergique. Et c'est en Angleterre que ça a augmenté le plus rapidement, finalement, la prévalence et l'incidence d'allergie. Qu'est-ce qui est fait dans la LEAP Study? 640 enfants ont été évalués entre 2006 et 2009. Il a fait des tests cutanés, on n'aime pas beaucoup ça, mais c'est pas grave, on vit avec pour l'instant. 640 enfants avec de l'eczéma sévère et ou une allergie aux œufs. C'est-à-dire donc des enfants atopiques, hautement à risque de développer des allergies. Il les a évalués et il a pris 2 groupes. Il a divisé entre des groupes de patients d'enfants qui allaient continuer l'évitement jusqu'à l'âge de 3 ans et un autre groupe où il va l'introduire rapidement avant l'âge d'1 an, avant l'âge de 11 mois. Dans le groupe d'intervention, il y avait des patients qui avaient déjà un test cutané positif. Il y en a 47 qui ont été challengés en clinique avec lui et qui ont continué d'en manger régulièrement. Donc, 47 enfants qui avaient déjà un test cutané qui ont continué d'en manger. 272 patients, ça marche aussi, 272 patients qui avaient un test négatif qui ont continué d'en manger. Dans les tests cutanés positifs, il y en a 51 qui n'ont pas passé le test et qui ont arrêté d'en manger. Et il y en a 270 qui ont été mis d'emblée, qui avaient des tests négatifs, mais qui ont été mis dans l'évitement aussi. Et qu'est-ce qu'on a observé? C'est là que c'est un peu des résultats qui sont très, très, très striking results. C'est vraiment, ça change tout. C'est que les patients qu'on a ajouté l'arachide, qu'on a introduit très, très tôt, vous voyez, les patients qu'on a évité l'arachide, 13,7% des enfants ont développé l'allergie. Les patients qui en ont consommé tôt, 1,9% ont développé l'allergie. Donc, sur le nombre de patients, 530 patients, 86% de réduction relative de développer l'allergie aux arachides si on l'introduit tôt dans l'alimentation. Même chose pour les tests, ceux qui avaient déjà un test cutané positif, ceux qui en ont consommé tôt, 10,6% de développement, ceux qui ont évité 35,3%, et là on a 70% de réduction relative, même s'il y avait un test cutané qui était positif. Pour dire que globalement, si on prend tous les patients dans l'étude, le groupe qui a évité l'arachide selon les recommandations qui ont traîné pendant plusieurs années dans la littérature et dans la vie de tous les jours, 17,2% des enfants ont développé l'allergie. Ceux qui ont consommé très tôt
L'arachide, 3,2%. 81% de réduction relative. Ce qui fait vraiment que maintenant, quand tous les patients qu'on voit, c'est s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, introduisez tôt l'arachide aux autres enfants dans la famille. Introduisez tôt l'arachide si les parents sont allergiques. Ne retardons pas l'introduction des arachides pour diminuer ainsi le risque de devenir franchement allergique éventuellement. Là, c'est pour l'arachide, mais que vous comprenez bien qu'on ne fera pas 50 ans d'études pour tous les allergènes. Dans la vraie vie, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est pour tous les allergènes qu'on demande de l'introduire le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on dit? On dit aux parents, faites des purées de bananes avec du beurre d'arachide, mettez-en dans les céréales, diluez tout ça un peu, habituez votre enfant à manger des arachides pratiquement dès que vous commencez les solides. Ça, c'est la même chose. C'est toute la même chose, en fait, là, sur les autres. En terminant, avec quelques questions. Les tests d'allergie, le petit quiz. Je reviens à les tests d'allergie permettent de quoi? Déterminer la gravité d'une allergie, prédire l'apparition d'une allergie, déterminer la présence ou l'absence d'une sensibilisation. Je vais peut-être pas insister sur les termes, mais je pense que je vous ai assez dit qu'un test cutané avec une valeur prédictive qui est pas très bonne va nous permettre seulement de déterminer la présence ou l'absence d'une sensibilisation. Qu'il soit gros, qu'il soit petit, le fait qu'il soit positif nous dit qu'on est sensibilisé, ça ne nous donne pas le risque d'une réaction sévère. Et, je sais pas, je la tiens pas avance plus, peut-être parce que... Ah, ben. Et la valeur prédictive positive et négative des tests, je vous l'ai dit, 50% de valeur prédictive positive seulement, 95% de valeur prédictive négative. Et j'espère que j'ai été assez clair sur le traitement de choix de la réaction anaphylactique, qui est en fait l'épinéphrine. Alors, on revient pour les questions. J'espère qu'on n'a pas mélangé un peu trop les choses. Je pense que non. Je regarde mon collègue. Je vais mettre mes lunettes. Excusez. Peut-on obtenir le document sur comment reconnaître l'anaphylaxie? Oui. Ben, en fait, vous pouvez imprimer la diapo. Vous voulez dire le poster? Je sais pas. Si c'est la fiche, comme je vous dis, elle va probablement la rendre disponible sur Internet. Si c'est la page avec les trois, ben, en ayant la conférence, vous allez avoir la page où vous pouvez vous l'imprimer aussi. Est-ce que urticaire, rhinorrhée, conjonctivite égale anaphylaxie? Oui, parce que urticaire, c'est cutané. Rhinorrhée, conjonctivite, la rhinorrhée, c'est voie respiratoire haute. Donc, on a deux systèmes qui sont atteints. On va dire oui, c'est une réaction qui est probablement une cascade anaphylactique. Et ce genre de patient-là, si on le scrute, on va peut-être entendre des sibilances aussi. Évidemment, si on arrive déjà, puis on est déjà en rhinorrhée, on est en saison de pollen de bouleau, puis on a déjà les yeux rouges qui pleurent bien avant d'avoir mangé, c'est sûr que c'est confondant. Mais si on était parfait avant, on n'avait rien, et tous ces symptômes-là apparaissent, c'est une réaction anaphylactique. Le PDF, oui, Madame Mamet, vous allez pouvoir l'avoir. Quelle est l'incidence connue d'allergie aux œufs autre que ceux de poule? En fait, ça croise tellement que ça suit, en fait. C'est pas mal la même chose. Lorsqu'il y a allergie diagnostiquée aux œufs, est-ce que cela signifie d'éviter ces segments? Oui, tous les œufs aviaires. En fait, peut-être vous avez posé la question avant que je montre la diapo, j'ai été trop vite. Mais oui, les œufs aviaires, on doit les éviter. Tout ce qui est œufs, on doit les éviter. Pourquoi est-ce que M. Gagnon a mis un X sur les nourrissons à risque? En fait, c'est pour vous dire pourquoi j'ai mis un X. J'ai fait apparaître un X parce que c'est plus ça. C'est en train de changer. Et peut-être que là, après, en entendant la suite, vous avez compris que c'est ce que je voulais dire. Ouais, c'est sûr que la question de nourrir à la pouponnière avec Alimentum, c'était beaucoup la question. Maintenant, c'est un petit peu compliqué, ça. Maintenant, avec tous les guides qui vont sortir, est-ce qu'on doit à la pouponnière utiliser des formules fortement hydrolysées? En prévention, c'est pas remboursé pour l'instant. Et les formules fortement hydrolysées, c'est pas mal controversé. Maintenant, on en arrive plus à dire que c'est pas vraiment comme ça qu'on devrait. On devrait plus introduire tôt l'aliment plutôt que commencer à faire de la prévention de cette façon-là.
Pourquoi les adolescents et les jeunes adultes sont plus à risque d'anaphylaxie? Pourquoi les adolescents et les jeunes adultes sont plus à risque d'anaphylaxie fatale? Parce qu'ils vont nier plus, parce que parfois ils vont avoir plus d'asthme aussi, et parce que vraiment c'est une question de négation, une question de ne pas transporter l'épipène. Ils sont pas plus à risque d'anaphylaxie, c'était vraiment la diapo plus à risque d'anaphylaxie fatale. Nancy qui pose une question. Madame Drouin, je voulais dire, excusez. Pourquoi les adolescents et jeunes? Israël est le pays qui est le plus endémique en ce qui a trait à l'allergie au sésame. Pourtant, il est introduit très tôt avec les solides. Ah ben là, Madame Drouin, on va appeler le Dr Lac. On va appeler le Dr Lac pour savoir si on devrait introduire plus tôt qu'est-ce qui arrive. Mais honnêtement, faudrait voir c'est quoi sa théorie par rapport à ça. Mais nous, maintenant on introduit tous les allergènes plus tôt. Si un patient présente des symptômes d'intolérance à un aliment, exemple douleur abdominale importante suite à l'ingestion d'avocat. S'il présente des symptômes d'intolérance à un aliment, ça dépend. La question de Dominique Guénard est si un patient présente des symptômes d'intolérance à un aliment, exemple douleur, avocat, est-ce une indication de faire des tests d'allergie? Tout dépend. Si l'intolérance est comme 6 heures après, 4 à 6 heures après, il n'y a pas d'indication nécessairement de faire des tests d'allergie parce que la probabilité que ce soit une allergie GMD est faible. Mais si c'est en mangeant de la guacamole ou si en mangeant rapidement après l'ingestion qu'on présente des douleurs abdominales, oui, ça vaut la peine de faire des tests d'allergie. Il faut savoir que pour certains aliments, comme pour l'avocat, c'est mieux que le patient amène un morceau d'avocat pour qu'on puisse faire le test parce qu'il n'existe pas d'extrait en particulier. Le syndrome d'allergie orale nécessite-t-il automatiquement une prescription d'épipène? Non. En fait, le syndrome d'allergie orale, c'est une réaction croisée entre le fait qu'on a un anticorps d'allergie au pollen de bouleau. Cet anticorps-là est capable de reconnaître certains aliments comme les pommes, pêches, poires, prunes, nectarines, en fait des fruits à noyaux, carottes, céleri, fenouil, et l'amande, la noisette, le kiwi, les cerises. Et c'est des symptômes qui vont se présenter surtout au niveau oral, seulement quand l'aliment est frais, pas quand il est cuit, ça pique, ça brûle. Des fois, ça va enfler. En général, c'est tellement désagréable qu'on va éviter d'en manger et on va arrêter tout de suite. Et la cascade, dans ce cas-ci, prend une plus grande quantité pour donner une grosse réaction. Donc, on ne prescrit pas un épipène à ce moment-là. Madame Drouin a posé la même question, en fait. Moi, je pense qu'on n'a plus de questions. Comme il n'y a pas de verbal, j'ai lu quelques commentaires. J'espère que ça vous a aidé dans votre pratique, dans votre approche. Peux-tu répéter, s'il vous plaît? Oui, qu'est-ce que tu veux que je répète, Nancy? Excusez, c'est parce que Nancy travaille aussi chez Mead Johnson, c'est pour ça que... en fait, la réponse par rapport au syndrome d'allergie orale, c'est non, on ne prescrit pas un auto-injecteur d'adrénaline au syndrome d'allergie orale parce que les symptômes sont locaux et la réaction va augmenter seulement si on dit je veux en manger beaucoup, 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 même si j'ai des symptômes. Alors, on n'en prescrit pas. Il faut faire attention parce que on voit parfois des patients qui ont, avec un aliment, fait une réaction beaucoup plus sévère au syndrome d'allergie orale. Alors là, à ce moment-là, on va en prescrire. Mais c'est un très, très, très faible pourcentage. En désensibilisation après une anaphylaxie. Ben, l'anaphylaxie quand on fait une réaction anaphylaxique, il faut observer au moins 3 à 4 heures. Au moins 4 heures, mais tout dépend de quand on a traité et comment on a traité. Donc, c'est au moins 4 heures. Donc, ici, la question était en désensibilisation au vaccin. Là. Ça doit être une clinique qui fait des vaccins de désensibilisation et qui demande combien de temps. C'est sûr que nous, on est spécialisé là-dedans, c'est plus facile. On sait combien de vacciner un patient qui fait une réaction, on le traite très rapidement. Ça va arriver qu'on n'observe pas 4 heures. Ça va arriver qu'on va observer 2 heures, mais c'est difficile de vous dire de faire ça parce que je suis pas capable de savoir quelle vitesse vous avez traité votre patient. Laquelle fréquence on donne les arachides aux bébés? C'est une très bonne question. C'est à peu près 3 fois par semaine. Il faut en donner à peu près 2 grammes. Il faut donner quand même, en faire manger régulièrement, pas une fois par mois, mais c'est régulièrement à chaque semaine. 2-3 fois par semaine.
Parfait. Il n'y a plus l'air d'avoir de questions. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un bel après-midi. Peu importe où vous êtes, j'espère qu'il fait soleil.